Chapitre 1, la famille parfaite. Debout dans son bureau lambrissé d'acajou, Dal Matthews examinait les rapports trimestriels étalés sur son ancien bureau en chêne. À 42 ans, il avait fait de Matthews Security Consulting, de rien, une entreprise multimillionnaire spécialisée dans la protection des entreprises et les enquêtes privées. Ses yeux gris acier, qui avaient intimidé d'innombrables adversaires au conseil d'administration, se fixaient désormais sur les chiffres confirmant un nouveau trimestre record. Des rires montaient du jardin en contrebas. Par les hautes fenêtres, il observait sa fille de 7 ans, Emma Chase, papillonner sur la pelouse impeccable de leur vaste propriété de la Gold Coast, dans le Connecticut. Ses boucles blondes rebondissaient lorsqu'elle courait, lui rappelant sa femme, Angela, lors de leur première rencontre 15 ans plus tôt. Angela Matthews, anciennement Angela Cahill, était la jeune infirmière ambitieuse qui avait attiré son attention pendant sa convalescence après une blessure militaire. Elle avait alors 25 ans, était belle et apparemment dévouée. Aujourd'hui âgée de 37 ans, elle conservait son allure remarquable grâce à des traitements coûteux et des vêtements de créateur que lui offrait le succès de Dal. Pourtant, récemment, quelque chose avait changé dans leur mariage, une distance qu'il ne parvenait pas à situer. Le beau-frère cadet de Dal, Sean Denny, avait rejoint leur cercle familial 3 ans plus tôt, après avoir terminé son internat en chirurgie. À 34 ans, Sean était tout ce que Dal n'était pas, charmant là où Dal était intense, sociable là où Dal était réservé, et récemment divorcé après que sa femme l'ait quitté pour indisponibilité affective. Angela avait insisté pour qu'ils aident Sean à s'installer, lui faisant même louer la maison d'amis sur leur propriété. L'ironie n'échappait pas à Dal, Sean, spécialisé en chirurgie pédiatrique, était devenu l'oncle préféré d'Emma. La petite fille l'adorait, passant souvent des heures en sa compagnie lorsqu'il n'était pas à l'hôpital. Dal avait encouragé cette relation, convaincu qu'Emma avait besoin d'influences masculines positives au-delà de son père souvent absent. Mais ce soir-là, la situation était différente. Dal était rentré tôt d'un voyage d'affaires à Montréal et avait trouvé la maison inhabituellement calme à son arrivée. Angela avait prétendu rendre visite à sa sœur Cheryl, mais celle-ci avait appelé pour la chercher 1 heure plus tôt. La voiture de Sean n'était pas dans l'allée de la maison d'amis, bien que Dal l'ait vue garée derrière les écuries, un endroit étrange pour la laisser. L'entraînement militaire et le flair d'enquêteur de Dal, aiguisé par des années de dénonciation d'espionnage industriel et d'infidélité, lui avaient appris à se fier à son instinct, et son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Il se dirigea vers le tiroir de son bureau et en sortit un petit enregistreur numérique, l'un des nombreux appareils de surveillance fabriqués par son entreprise. Alors que des pas résonnaient dans le couloir devant son bureau, Dal activa rapidement l'appareil et le glissa derrière une pile de livres. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe à la porte. Angela entra, les cheveux légèrement ébouriffés, vêtue de la même robe qu'elle portait le matin même, mais avec le bouton du haut ouvert. Derrière elle, Sean apparut, ajustant le col d'une chemise. Dal. La voix d'Angela était plus aiguë que d'habitude. Je croyais que tu ne revenais que demain. Changement de programme, répondit Dal d'un ton égal, scrutant leur visage. Où étiez-vous passé? Je montrai à Sean le nouveau système d'irrigation pour les jardins, dit rapidement Angela. Il envisage de faire des travaux similaires chez lui. Sean hocha la tête, mais Dal remarqua un léger tremblement dans ses mains. Le même symptôme que Dal avait observé chez les faux témoins lors des dépositions. Le système est impressionnant, Dal. Très minutieux, en effet. Le ton de Dal resta neutre, mais son esprit cataloguait chaque incohérence. Les jardins étaient visibles depuis la fenêtre de son bureau, et il était là depuis 2 heures sans voir personne. La robe d'Angela portait des taches d'herbe qui n'étaient pas là au petit déjeuner. Les cheveux de Sean étaient couverts de feuilles. Où est Emma? Demanda Dal. Elle dort chez les Jennings, répondit Angela. Matthew a appelé cet après-midi pour demander si elle pouvait rester. J'ai dit oui, car tu n'étais pas attendu. Dal hocha lentement la tête. Les Jennings étaient leurs voisins et leur fille était la meilleure amie d'Emma. C'était une explication plausible. Pourtant, la façon dont Angela s'exprimait semblait quelque peu répétitive. Eh bien, dit Sean en reculant vers la porte. Je devrais vous laisser discuter. Merci pour la visite, Angela. Après le départ de Sean, Angela s'approcha de Dal et posa la main sur son épaule. Son contact, autrefois électrique, était devenu calculateur. Comment était Montréal? Productif. Dal se tourna pour lui faire face. La fusion avec Dubos était actée. Nous allons nous développer sur les marchés européens. C'est merveilleux, ma chérie.
Mais son sourire n'atteignit pas ses yeux, et Dal remarqua qu'elle scrutait son bureau, son regard s'attardant sur la pile de livres où il avait caché l'enregistreur. « Angela, dit doucement Dal. As-tu quelque chose à me dire ?» L'espace d'un instant, son masque glissa et il vit une sorte de peur illuminer son visage. Mais elle disparut si vite qu'il faillit se demander s'il avait tout vu. « Qu'est-ce que j'aurais besoin de te dire ?» demanda-t-elle d'une voix à nouveau assurée. « Rien, je suppose. » Dal la serra contre lui, scrutant son visage. « Je suis juste fatigué. La journée a été longue. » Cette nuit-là, tandis qu'Angela dormait à ses côtés, Dal fixa le plafond et repassa chaque interaction, chaque micro-expression, chaque incohérence. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de son chef de la sécurité, Cory Crane. Colis livré à votre bureau comme demandé. Contenu sécurisé. Dal avait demandé à Cory d'installer des caméras de sécurité supplémentaires autour de la propriété pendant son absence, une précaution qu'il avait l'intention de prendre depuis des mois. Il était maintenant reconnaissant de sa paranoïa. Demain, il visionnerait les images. Ce soir, il planifierait. En 20 ans d'enquête sur les trahisons, Dal avait appris que les découvertes les plus dévastatrices ne provenaient souvent pas de grandes tromperies, mais de petits mensonges apparemment innocents qui se révélaient bien plus sombres. Alors qu'il s'endormait, la dernière pensée consciente de Dal fut une promesse qu'il se faisait à lui-même. Si ses soupçons se révélaient fondés, il ne montrerait aucune pitié. Il avait passé sa vie à protéger les autres de la trahison. Si sa propre famille l'avait trahi, ils apprendraient. Équipe. Et Grace hésita. Et il y a quelque chose que je ne vous ai jamais parlé de cette nuit. Quand j'ai quitté l'entrepôt avec l'équipement que les gens de gare s'attendaient à voir, j'ai été suivi. J'ai réussi à les perdre, mais quelqu'un effectuait définitivement une surveillance. La mâchoire de Dal se resserra. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela immédiatement? Parce que je pensais que c'était juste GAR était prudent. Mais si quelqu'un d'autre regardait l'entrepôt ce soir-là, s'il voyait ce qui s'était réellement passé, les implications étaient stupéfiantes. Si un tiers avait été témoin de l'opération et documenté le sauvetage d'Emma, il possédait des informations qui pourraient détruire le récit soigneusement construit que Dal avait construit autour de la nouvelle vie de sa fille. Avez-vous partagé cela avec quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Mais Dal, celui qui a envoyé ces photos, c'est qu'Emma est vivante. Ils savent qu'il a simulé sa mort, et ils savent ce qui est arrivé à Angela et Shan. Dal a étudié les photos de surveillance plus attentivement, notant la qualité professionnelle et les angles qui suggéraient une formation militaire ou du renseignement. Ce ne sont pas le travail des amateurs. Son téléphone sécurisé a sonné. Le nombre réservé aux communications les plus urgentes. La voix de Cory Crane portait un stress inhabituel. « Boss, nous avons un problème. Quelqu'un vient de déposer 5 millions de dollars sur le compte de la fondation Matthews avec une note disant que son paiement pour les services rendus. » Quel service? Élimination du réseau de trafic Gera. Le transfert de fils provenait d'une banque en Suisse, mais l'acheminement suggère qu'il a rebondi dans au moins 6 pays avant de nous atteindre. Dal a ressenti la sensation familière des murs se fermant. Une autre communication? Juste un bordereau de dépôt avec une note manuscrite. Le secret de votre fille est en sécurité avec nous. Considérez cela comme un acompte pour la coopération future. Le message était clair. Quelqu'un avec des ressources importantes savait tout sur l'opération et se positionnait pour un effet de levier sur la famille de Dal. Cory, initié protocole 7. Val sécurité complet de toutes les propriétés, analyse complète des communications et activer les procédures de relocalisation d'urgence. Copiez cela, boss. Dal a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Grace, dont le visage était devenu pâle. Qu'est-ce que le protocole 7? Verrouillage complet. Si quelqu'un essaie de tirer parti de la situation d'Emma, il est sur le point de découvrir ce qui se passe lorsque vous menacez ma famille. Mais même si Dal a prononcé les mots, il ressentait une sensation inconnue, une incertitude. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, il faisait face à un ennemi dont les capacités et les motivations étaient complètement inconnues. Le lendemain matin, a apporté une autre livraison de messagerie, cette fois au siège social de Dal. Le package contenait une seule photographie. Emma marchant à l'école, accompagnée de ses détails de sécurité, tirés d'un angle impossible qui suggérait que le photographe avait été positionné à l'intérieur du périmètre supposé sécurisé. La note d'accompagnement a été brève. Des arrangements de sécurité impressionnants, mais pas tout à fait suffisants.
Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. Central Park, Fountain Bethesda, 15h. Venez seul ou l'histoire d'Emma devient les gros titres de demain. Dal regarda le message, analysant chaque mot pour des indices sur son adversaire inconnu. Le choix de Central Park a suggéré à quelqu'un à l'aise d'opérer dans des espaces publics de haute visibilité. La demande de venir seul a indiqué sa confiance en leur capacité à contrôler la situation. La menace d'exposer l'histoire d'Emma a révélé. Ils ont compris exactement à quel point la révélation serait dévastatrice. À 14h45, Dal a été positionné près de Bethesda Fountain, son équipe offrant une sécurité de périmètre invisible pendant qu'il attendait le contact. L'après-midi d'automne était bondé de touristes et de locaux, offrant une couverture parfaite pour les opérations de surveillance et de contre-surveillance. À exactement 15h, une femme s'est approchée de son banc. Elle semblait être au début de la quarantaine, habillée professionnellement avec un roulement contrôlé de quelqu'un habitué à des situations dangereuses. Les plus frappants étaient ses yeux, intelligents, calculants et complètement familiers. « Monsieur Matthews », a-t-elle dit, s'installant à côté de lui sur le banc. « Merci d'être venu. Est-ce que je vous connais ? Pas personnellement, mais tu connaissais très bien mon mari. » Elle a sorti une photo de Gustavo Gera. « Je m'appelle Melissa Gera. J'étais le partenaire commercial de Gustavo bien avant de devenir sa femme. » La main de Dal se déplaçait instinctivement vers son arme dissimulée, mais Melissa leva la main paisiblement. « Je ne suis pas là pour me venger, » a-t-elle poursuivi. « Tout à fait le contraire. Je suis ici pour vous offrir un partenariat. » Partenariat ? L'opération de mon mari était rentable, mais limitée par son manque d'imagination. Vous l'avez éliminé ainsi que son réseau avec une précision chirurgicale, sauvé 43 victimes de la traite et couvert vos traces si complètement que personne ne soupçonne ce qui s'est réellement passé. Dal est restée silencieuse, attendant qu'elle révèle ses véritables intentions. J'ai passé 3 mois à analyser vos méthodes, à étudier vos accords de sécurité, à rechercher vos pratiques commerciales. Vous êtes exactement le genre de partenaire dont j'ai besoin pour ma prochaine entreprise. Quel genre d'entreprise ? Melissa sourit froidement. Justice. Mon mari était un petit acteur dans un jeu beaucoup plus grand. Il existe des réseaux de trafiquants, de fonctionnaires corrompus et de prédateurs d'enfants opérant à travers le monde en toute impunité. Ils doivent être éliminés. Et j'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences particulières pour m'aider à le faire. Et si je refuse, alors l'histoire d'Emma devient des connaissances publiques. Votre empire commercial s'effondre en enquête. Et elle grandit en sachant que son père est un vigilant qui a détruit sa famille. La menace a été livrée avec une précision occasionnelle, confirmant que Melissa Gera représentait un niveau de sophistication que Dal n'avait pas prévu. Mais si je suis d'accord, alors Emma reste anonyme en toute sécurité. Votre entreprise continue de prospérer et, ensemble, nous éliminons certains des prédateurs les plus dangereux de la Terre. Vous pouvez protéger les enfants innocents pendant que je me venge contre les animaux qui ont corrompu les intérêts commerciaux légitimes de mon mari. Dal a étudié le visage de Melissa, à la recherche de tromperie ou de faiblesse. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis intéressé à devenir un assassin international ? Parce que vous avez déjà commencé. Le réseau de gare n'était que le début. Il y a des centaines d'opérations comme la sienne. Des milliers d'enfants à risque et personne avec les ressources et l'impitoyabilité nécessaires pour les arrêter. Elle a sorti une tablette affichant des photographies et des documents. Ceci est le syndicat Kowalski opérant à partir de Prague. Il se spécialise dans les enfants de moins de 10 ans. Il s'agit du groupe Yamamoto à Tokyo. Il dirige des opérations de récolte d'organes forcés. Ceci est le collectif Petrov à Moscou. Leurs clients préfèrent les divertissements en direct qui ne survivent pas à l'expérience. Chaque image était plus horrible que la précédente, montrant la portée du trafic international que les forces de l'ordre ne pouvaient pas ou ne pouvaient pas aborder. Vous pourriez passer le reste de votre vie à protéger Emma, a poursuivi Melissa. Ou vous pourriez m'aider à protéger des milliers d'enfants qui n'ont pas de père capable de les sauver. Dal a fermé la tablette, son esprit traitant les implications. Que proposez-vous exactement ? Un partenariat, votre expertise tactique et vos ressources, mes réseaux de renseignement et mes connexions internationales. Nous identifions les opérations de trafic, éliminons les principes, sauvons les victimes et disparaissons avant que quiconque ne réalise ce qui s'est passé. Et Emma reste complètement protégée, mieux que protégée. Elle grandit dans un monde où moins de monstres s'attaquent aux enfants. Dal regarda à travers la fontaine les familles profitant de l'après-midi d'automne.
Les parents poussent les poussettes, les enfants qui nourrissent des canards, les couples marchant main dans la main. Aucune d'entre elles ne consciente des horreurs que la tablette de Mélissa avait documentées. J'ai besoin de temps pour considérer cela. Bien sûr, mais ne prenez pas trop de temps. Le syndicat Kowalski prévoit de déplacer 20 enfants la semaine prochaine. Chaque jour, vous retardez signifie plus de victimes. Mélissa se leva pour partir, puis s'arrêta. Encore une chose, Monsieur Matthews, je sais que vous vous demandez comment j'ai survécu à votre opération contre le réseau de mon mari. La pensée m'est venue à l'esprit. Je ne faisais jamais partie des activités de trafic de Gustavo. J'ai couru ces opérations légitimes pendant qu'il gérait le côté plus laid des choses. Lorsque vous avez éliminé son réseau, vous m'avez fait une faveur. J'ai tout hérité sans les complications. Et maintenant, vous voulez utiliser ces ressources pour la justice vigilante. Je veux les utiliser pour terminer ce que vous avez commencé. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour devenir le genre de père qu'Emma a vraiment besoin. Celui qui rend le monde plus sûr pour tous les enfants, pas seulement les siens. Alors que Mélissa s'éloignait, Dal restait sur le banc, fixant la tablette pleine d'horreur. Elle avait raison sur une chose. L'opération Gara n'avait été que le début. Il y avait des monstres opérant dans le monde entier avec une impunité totale, et les forces de l'ordre conventionnel ne pouvaient pas les toucher. Mais accepter le partenariat de Mélissa signifierait embrasser une vie de guerre perpétuelle contre un ennemi sans fin. Cela signifierait élever Emma dans l'ombre d'un danger constant tout en utilisant sa sécurité comme justification pour devenir quelque chose de plus dangereux que les criminels qui la chassaient. La tempête parfaite a été de se rassembler et Dal Matthews a dû décider de chercher un abri ou de le monter jusqu'à sa conclusion ultime. Le rire d'Emma résonna à travers le parc alors qu'elle jouait avec d'autres enfants, ignorant parfaitement que son père envisageait de devenir l'homme le plus dangereux du monde pour assurer la sécurité de son monde. La conception de l'architecte était sur le point d'étendre bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé à l'origine. Chapitre 9. Le nouveau royaume. 6 mois plus tard, Dal Matthews se tenait sur le balcon d'un penthouse donnant sur le port de Monaco, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée tandis qu'Emma pratiquait du violon dans une salle de musique derrière lui. La fille avait pris leur nouveau style de vie international avec une adaptabilité remarquable. Traitant leurs voyages fréquents comme de grandes aventures plutôt que comme des nécessités de sécurité, la transformation avait été complète et irréversible. Le public. Dal Matthews, PDG de Matthews Security Consulting, avait subi une perte familiale tragique et s'est lancé dans des travaux philanthropiques, établissant des fondations qui ont soutenu la formation des forces de l'ordre et les programmes de défense des victimes dans le monde. Le privé Dal Matthews était devenu tout autre chose. L'opération de Prague était sans faille, a déclaré Mélissa Garr, le rejoignant sur le balcon avec un verre de vin et une expression satisfaite. 20 enfants se sont rétablis, le syndicat de Kowalski s'est éliminé et la police tchèque attribue une meilleure coopération internationale pour la percer. Au cours des 6 derniers mois, leur partenariat avait évolué en quelque chose de plus efficace et mortel que l'un ou l'autre ne l'avait imaginé à l'origine. Les connexions internationales de Mélissa et l'expertise tactique de Dal avaient créé un réseau capable de frapper n'importe où dans le monde avec une précision chirurgicale. Des complications ? Demanda Dal, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Leurs opérations sont devenues si sophistiquées que les autorités locales les remercient généralement pour leur aide sans se rendre compte qu'ils avaient été manipulés. Aucun. Les paquets de preuves que nous avons plantés occupent les enquêteurs de Prague pendant des mois, et les victimes sont déjà en garde à vue. La plupart seront réunis avec leurs familles dans la semaine. Dal hocha la tête, ressentant la satisfaction familière d'une autre mission réussie. Le syndicat de Kowalski fonctionnait depuis 15 ans, traquant des enfants à travers l'Europe de l'Est avec une impunité totale. Leur élimination avait probablement sauvé des centaines de futures victimes. Quelle est la prochaine étape sur la liste ? Mélissa a consulté sa tablette, faisant défiler les rapports de renseignement de leur réseau mondial de sources. Le groupe Nakamura de Kyoto prévoit une expédition majeure. 40 enfants destinés aux clients en Asie du Sud-Est. Nous avons une fenêtre d'opportunité lorsqu'ils consolident la marchandise pour le transport. Chronologie 2 semaines. J'ai déjà organisé le placement d'Emma à l'école internationale de Genève pendant que nous sommes opérationnels. Dal avait initialement résisté à impliquer Emma dans leur style de vie. Mais Mélissa l'avait convaincue que cacher leurs activités ne ferait que suspicion. Au lieu de cela, Emma pensait que les fréquents voyages de son père étaient liés aux affaires tandis que leurs accords de sécurité étaient expliqués comme des précautions nécessaires aux familles internationales riches.
La stratégie s'était avérée remarquablement efficace. Emma apprenait 4 langues, recevait une éducation mondiale et développait la sophistication culturelle qui lui servirait bien dans tout avenir qu'elle a choisi. Plus important encore, elle est restée complètement au courant de la violence qui protégeait son innocence. Il y a autre chose, a poursuivi Melissa, son ton devenant plus sérieux. L'intelligence suggère que les réseaux commencent à coordonner leur défense. Ils savent que quelqu'un élimine systématiquement les opérations de trafic. Coordonner comment? Sécurité partagée, système d'alerte précoce mutuelle, effort de collaboration pour identifier la menace. Ils s'adaptent plus rapidement que prévu. Dahl s'attendait à ce développement. Les organisations criminelles qui ont survécu à long terme l'ont fait. Ainsi, en apprenant de leurs pertes et en améliorant leur défense, le fait que plusieurs réseaux coopéraient maintenant suggérait que leur campagne avait un impact significatif. Sommes-nous compromis? Pas directement, mais ils deviennent plus intelligents en matière de sécurité opérationnelle. La phase suivante nécessitera des approches plus sophistiquées. Melissa a tiré une carte du monde sur sa tablette montrant des épingles rouges marquant les réseaux de trafic connus et les épingles bleues indiquant leurs opérations réussies. Le visuel était frappant. Ils avaient éliminé 17 opérations majeures sur 4 continents, mais des dizaines d'épingles rouges sont restées. Nous devons évoluer, a déclaré Dahl, étudiant la carte. Des opérations plus importantes, des objectifs de plus grande valeur, une perturbation plus importante de leurs efforts de coordination. Convenu. Mais cela signifie des risques plus importants et plus d'exposition. Êtes-vous prêt à ce niveau d'escalade? Dahl a examiné la question en regardant Emma à travers les portes en verre. Elle avait 8 ans maintenant, belle et brillante et entièrement confiant dans la capacité de son père à la protéger. La vie qu'ils avaient construite était parfaite à sa manière. Voyage constant, ressources illimitées, éducation mondiale et satisfaction d'un travail significatif. Mais Emma ne resterait pas un enfant pour toujours. Finalement, elle poserait des questions plus difficiles sur leur style de vie, leurs ressources et les raisons de leurs accords de sécurité. Dahl devait s'assurer que lorsque ce jour est venu, il pouvait fournir des réponses qui ne détruiraient pas sa foi dans le monde. Le groupe Yamamoto à Tokyo, a déclaré Dahl enfin. Quelle est leur portée opérationnelle? Melissa a glissé dans un rapport de renseignements détaillé. Récolte d'organes forcés, principalement les enfants. Ils maintiennent des installations chirurgicales à Tokyo, Bangkok et Manille. Revenus annuels estimés à 50 millions de dollars. Base de clients, des individus riches ont besoin de transplantations qui ne peuvent pas ou n'attendent pas les donateurs légitimes. Les politiciens, les célébrités, les chefs d'entreprise qui ont détruit leurs organes par des choix de style de vie et veulent des remplacements discrets. Les images qui accompagnaient le rapport étaient nauséabondites. Photographie clinique des procédures chirurgicales effectuées sur les victimes réticentes, les dossiers financiers montrant les paiements pour des organes spécifiques et les séquences vidéo qui ont confirmé la nature commerciale des opérations. L'élimination de Yamamoto ne sauverait pas simplement les victimes immédiates, a poursuivi Melissa. Il enverrait un message à tous les autres réseaux de trafic qu'aucune opération n'est trop grande ou bien protégée pour être vulnérable. Dahl a fermé la tablette. Sa décision a pris. Commencer à planifier. Déploiement opérationnel complet, impact maximal, élimination complète du réseau. Ce n'est pas une petite opération, Dahl. Yamamoto a une protection gouvernementale, des connexions Yakuza et des clients internationaux avec leurs propres accords de sécurité. Nous aurons besoin d'une équipe plus grande et de ressources importantes. Ensuite, nous recruterons une équipe plus grande et commettons les ressources nécessaires. Melissa sourit d'une véritable admiration. Vous avez changé depuis que nous avons commencé ce partenariat. Il y a 6 mois, vous étiez un homme d'affaires cherchant à se venger d'une attaque personnelle. Maintenant, vous devenez quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je deviens ce que Emma a besoin de moi. Et qu'est-ce que c'est? Dahl a regardé sa fille, qui lit maintenant un livre en 3 langues simultanément. Une compétence qui n'a jamais manqué de l'étonner. Un père qui comprend que la protection nécessite plus que des mesures défensives. Parfois, vous devez éliminer les menaces avant de pouvoir se développer. L'opération de Tokyo nous établira comme une force mondiale. Melissa a déclaré qu'après Yamamoto Falls, chaque réseau de trafic dans le monde saura que nous existons et nous chasserons activement. Bon. Laissez-les chasser. Cela facilitera l'identification et l'élimination. Commençant leur conversation, Emma leva les yeux de son livre et les faisait signe à travers le verre.
Son sourire était radieux, innocent et complètement confiant. Le sourire d'un enfant qui croyait que son père pouvait la protéger de tout. Dal recula, faisant une promesse silencieuse que sa foi ne serait jamais déçue. Le monde était plein de monstres qui ont prié sur des enfants comme Emma. Mais ces monstres étaient sur le point de découvrir que quelqu'un les chassait avec des ressources illimitées, une précision militaire et absolument aucune pitié. La conversation a été interrompue par le téléphone sécurisé de Dal. La voix de Cory Crane portait une urgence inhabituelle. « Boss, nous avons une situation. Plusieurs agences de renseignement commencent à connecter nos opérations. Quelqu'un a divulgué des informations sur Prague et il construit une analyse de motifs. » Quelles agences? Le FBI, Interpol et ce qui ressemble à un groupe de travail conjoint, y compris des représentants de tous les pays où nous avons opéré. Dal a senti le resserrement familier dans sa poitrine qui a précédé des décisions tactiques majeures. La découverte par les forces de l'ordre compliquerait leurs opérations, mais ne les mettrait pas nécessairement finirait. Les gouvernements avaient leurs propres raisons de vouloir que les réseaux de trafic soient éliminés, même s'ils ne pouvaient pas sanctionner officiellement les méthodes requises. Évaluation mixte. Certains d'entre eux veulent nous arrêter, d'autres veulent nous recruter, et certains semblent intéressés à rester à l'écart. Le problème est la coordination. Ils commencent à partager des informations sur nos méthodes et nos cibles. Dal a pris sa décision avec la même précision calme qui avait caractérisé tous les principaux choix de sa vie. Initier le protocole 9, l'engagement diplomatique complet, la transparence complète de nos objectifs humanitaires et les offres de partenariat officiels pour les agences qui démontrent une coopération appropriée. Vous souhaitez légitimer l'opération. Je veux le contrôler. Mieux vaut avoir des gouvernements en tant que partenaires que comme adversaires. Après avoir terminé l'appel, Dal s'est tourné vers Melissa, qui avait écouté avec une excitation croissante. Vous n'éliminez pas seulement les réseaux de trafic, a-t-elle déclaré avec admiration. Vous construisez quelque chose de plus grand, une coalition internationale dédiée à la protection des enfants par tous les moyens nécessaires. Emma mérite de grandir dans un monde où les monstres ont peur des conséquences de leurs actions. Et vous êtes prêt à devenir une conséquence. Dal a regardé le port où des yachts d'une valeur de centaines de millions de dollars flottaient paisiblement dans la lumière du soir. Dans l'un de ces navires, il savait qu'il y avait probablement des victimes transportées ou des clients planifiant leur prochaine atrocité. La belle surface masquait des horreurs que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer. Je suis déjà la conséquence, dit-il tranquillement. La question est maintenant de savoir si le monde est prêt pour ce qui vient ensuite. Le rire d'Emma résonna de la salle de musique alors qu'elle découvrait quelque chose d'amusant dans son livre multilingue. Le son était une pure joie, sans marquage par toute connaissance de l'obscurité qui entourait leur vie parfaite. Dal Matthews avait commencé ce voyage, cherchant à se venger de deux personnes qui avaient trahi sa famille. Maintenant, il devenait quelque chose de sans précédent. Une force mondiale dédiée à la protection des innocents grâce à l'élimination systématique de ceux qui le détruiraient. La conception de l'architecte avait évolué bien au-delà de ses plans d'origine. Il ne construisait plus la sécurité de sa fille. Il construisait un nouvel ordre mondial où des enfants comme Emma pouvaient grandir en toute sécurité, protégés par un père qui avait prouvé qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il sacrifierait ou à qui il détruirait pour les garder en sécurité. Le royaume était complet et Dal Matthews la gouvernait avec une autorité absolue, des ressources illimitées et la conviction inébranlable à laquelle certains mots ne pouvaient répondre qu'avec une force écrasante. Emma était en sécurité. Les monstres avaient peur. Et le monde devenait lentement l'endroit qu'elle méritait à hériter. Le nouveau royaume avait été construit sur le sang et la justice. Et cela durerait aussi longtemps que Dal Matthews a repoussé le souffle pour le protéger. Et là, vous l'avez. Pourquoi Dal Matthews n'avait jamais perdu un procès et pourquoi ses ennemis n'oubliaient jamais son nom. Chapitre 2. Ce qu'est ma vie. Le lendemain matin arriva avec une normalité trompeuse. Dal était assis à la table du petit déjeuner, lisant le Wall Street Journal, tandis qu'Angela préparait son café exactement comme elle le faisait depuis 15 ans, 2 sucres, un filet de crème. La chaise vide d'Emma rappelait son absence. La maison semblait vide sans son bavardage. Je viendrai chercher Emma vers midi, dit Angelus sans le regarder. Les génies emmènent les filles à la nouvelle aire de jeu intérieure de Stanford. Je viens avec toi, répondit Dal d'un ton désinvolte. Je veux parler à Matthew du contrat de sécurité de son entreprise. La main d'Angela trembla légèrement lorsqu'elle posa sa tasse. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr que tu as du travail à rattraper.
Rien qui ne puisse attendre. Le ton de Dal était tolérant. Pas de discussion. La famille avant tout. Après qu'Angela soit partie pour son cours de yoga du matin, Dal se retira dans son bureau et alluma l'ordinateur portable connecté à son nouveau système de sécurité. Les caméras haute définition que Cory avait installées fournissaient des images d'une netteté exceptionnelle sous tous les angles de la propriété. Il commença par l'après-midi d'hier. Avance rapide sur des heures de pelouse et de jardin vide jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention. À 14h47, la Mercedes d'Angela s'engaga dans l'allée. Mais au lieu de rejoindre la maison principale, elle se dirigea directement vers la maison d'amis où Shan l'attendait dehors. Dal ralentit la lecture à vitesse normale. Angela et Shan s'enlacèrent immédiatement. Pas l'étreinte désinvolte de beaux-parents, mais le câlin désespéré d'amoureux qui se retrouvent. Les mains de Shan parcoururent son corps tandis qu'il la poussait contre la voiture, leurs bouches serrées l'une contre l'autre par une faim pressante. Dal serra les mâchoires, mais il continua d'observer avec le professionnalisme détaché qui avait fait son succès. Pour prouver quelque chose, il fallait une documentation complète. Ils s'introduisirent dans la résidence de Shan, disparaissant du champ de la caméra extérieure, mais Dal avait anticipé la situation. Son installation comprenait des caméras intérieures dans la maison d'amis, positionnées comme mesure de sécurité, auxquelles Shan avait consenti des mois auparavant. Ce qu'il vit ensuite confirma ses pires craintes. La liaison d'Angela et Shan n'était pas nouvelle. Leur intimité pratiquée témoignait de mois, voire d'années de tromperie. Mais plus troublants encore étaient les fragments de conversation que les microphones captaient. Dal soupçonne quelque chose. Angela haletait entre deux baisers. Comment le savoir? La voix de Shan était étouffée contre son cou. Il nous observe différemment, plus attentivement. Angela se recula, le visage sérieux. Et Emma? Et Emma? Hier soir, avant la soirée pyjama, elle m'a demandé pourquoi toi et moi jouions à la lutte dans le bureau d'oncle Dal. Elle a dit nous avoir vus par la fenêtre en revenant de nourrir les chevaux. Shan pâlit. Que lui as-tu dit? Qu'elle avait dû se tromper. Mais Dal, la voix d'Angela se réduisit à un murmure. Si Emma lui dit ce qu'elle croit avoir vu, elle a 7 ans, dit Shan. Les enfants imaginent tout le temps. C'est d'Emma dont on parle. Elle est perspicace, comme son père. Et si Dal commence à poser des questions, Dal mit l'enregistrement sur pause, le sang glacé. Emma avait été témoin de leur liaison dans son propre bureau, l'espace sacré où il menait ses affaires les plus sensibles, où il avait bâti son empire. Cette violation lui faisait l'effet d'une brûlure. Mais le pire était le sous-entendu de leur conversation. Il n'avait pas seulement peur d'être découvert. Il parlait d'Emma comme d'un problème potentiel à résoudre. Dal fit défiler d'autres images rapidement, à la recherche d'autres interactions pertinentes. À 16h23, il trouva la réponse. Emma était rentrée plus tôt que prévu, avait franchi la porte d'entrée en courant et avait appelé sa mère. Elle avait fouillé la maison avant de se diriger vers la fenêtre du bureau de Dal, où elle était restée plusieurs minutes à observer quelque chose qui avait fait grimacer son petit visage de confusion. L'horodatage indiquait que c'était exactement le moment où Angela et Shan étaient à l'intérieur de la maison d'amis. Quoi qu'Emma ait vu la veille dans le bureau, c'était suffisamment significatif pour qu'elle cherche des preuves supplémentaires. Le téléphone de Dal sonna, interrompant son enquête. Monsieur Matthews, la voix appartenait à Janet Morrison, sa secrétaire. Il y a un docteur Harrison en ligne qui dit que c'est urgent pour votre fille. Dal eut un pincement au cœur. Passez-le. Monsieur Matthews, ici le docteur Harrison de l'hôpital de Greenwich. Je dois vous voir immédiatement. Il y a eu un incident avec Emma. Quel genre d'incident? La voix de Dal resta ferme malgré la glace qui se formait dans sa poitrine. Elle a été amenée par son beau-frère, le docteur Denny. Elle s'est effondrée chez les Jennings. Le docteur Denny recommande une intervention chirurgicale immédiate. Il semble qu'il s'agisse d'une amygdalite grave qui pourrait entraîner des complications si elle n'est pas traitée d'urgence. Dal prenait déjà ses clés. Je suis en route. Le trajet jusqu'à l'hôpital de Greenwich a duré 12 minutes. Un trajet que Dal a fait en 8 minutes. Il réfléchissait à toutes les possibilités. Emma était en parfaite santé la veille. Le moment lui semblait mal choisi, trop opportun, surtout compte tenu de ce qu'il avait découvert sur les inquiétudes d'Angela et de Shan. Il trouva Angela dans la salle d'attente du bloc opératoire. Son visage était strié de larmes et ses mains tremblaient. Dal, Dieu merci,
tu es là. Shan dit que ses amygdales sont gravement infectées. Elle pourrait mourir s'il ne l'opère pas immédiatement. Où est Shan maintenant? En préparation opératoire. C'est le meilleur chirurgien pédiatrique de l'État. Emma est entre de bonnes mains. Dal observa la performance de sa femme, notant son léger surjouage, sa façon d'éviter le contact visuel direct. Quand Emma a-t-elle commencé à présenter des symptômes? Ce matin, après que je sois allé la chercher, elle s'est plainte d'un mal de gorge dans la voiture, puis a commencé à avoir de la fièvre chez les Jennings. À notre arrivée, elle était à peine consciente. Avant que Dal puisse répondre, Shan émergea du bloc opératoire, toujours en tenue d'hôpital, mais sans Charlotte ni masque. Son expression était grave. Dal, je dois vous parler à tous les deux. La voix de Shan portait le poids d'une nouvelle accablante. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais l'infection s'était trop propagée. Je suis tellement désolé de l'avoir perdue. Ces mots frappèrent Dal comme des coups. Le cri d'angoisse d'Angela résonna dans le couloir lorsqu'elle s'effondra dans les bras de Shan. D'autres familles présentes dans la salle d'attente fixaient avec compassion les parents endeuillés. Mais quelque chose dans le regard de Shan, une lueur de satisfaction vite masquée par le chagrin professionnel, réveilla tous les instincts que Dal avait développés au fil des années à analyser les gens. Ce n'était pas le visage d'un oncle dévasté qui avait perdu sa nièce adorée. C'était le visage d'un homme qui voyait simplement le problème. Tandis qu'Angela sanglotait contre la poitrine de Shan, Dal recula, son esprit passant en mode tactique. Si c'était une performance, c'était élaboré et risqué. Mais si Emma avait vraiment vu quelque chose qui menaçait le secret d'Angela et Shan, j'ai besoin de la voir, dit doucement Dal. Dal, non, murmura Angela. Tu ne devrais pas te souvenir d'elle comme ça. J'ai besoin de voir ma fille. Shan hocha la tête à contre-cœur. Bien sûr, mais préparez-vous. Ils le conduisirent dans une petite salle d'observation où le corps d'Emma gisait recouvert d'un drap blanc. Dal s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. Lorsque Shan retira le drap, Dal vit le visage paisible de sa fille, pâle mais exempte de tout signe de lutte ou de détresse. Que s'est-il passé exactement pendant l'opération, demanda Dal d'une voix cliniquement détachée. Shan se lança dans une explication médicale détaillée sur les complications, les saignements et l'arrêt cardiaque. Mais Dal examinait le corps avec la même précision analytique qu'il avait utilisée pour examiner les scènes de crime pendant son service militaire. Le teint d'Emma, la position de ses mains, l'absence de tout équipement médical ou de tout dispositif de surveillance, tout suggérait qu'elle était allongée là depuis des heures, et non des minutes. Je vais devoir prendre des dispositions, dit Dal. Enfin. Bien sûr, répondit Shan. Je m'occuperai de toute la paperasse. Privilège familial. Alors que je quittais l'hôpital, le téléphone de Dal vibra et un SMS retentit. Le numéro était inconnu, mais le message lui glaça le sang. Votre fille est saine et sauve. Retrouvez-moi au vieil entrepôt de Harbor Road à minuit. Venez seul ou elle mourra pour de bon. Un ami. Dal jeta un coup d'œil à Angela et Shan. Tous deux continuaient leur jeu de deuil. Aucun des deux ne semblait avoir remarqué son téléphone. Pour la première fois depuis son entrée à l'hôpital, Dal s'autorisa à espérer. Mais si Emma était vivante, cela signifiait que la supercherie élaborée était encore plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Et si quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un ayant accès à Emma et connaissant le plan de l'intérieur? Alors, la conspiration allait plus loin qu'une simple liaison. Cette nuit-là, tandis qu'Angela se soignait de chagrin et de vin, Dal se préparait pour la réunion la plus importante de sa vie. Dans la poche de sa veste, il portait son Glock 19 et un petit enregistreur. Quel que soit le jeu auquel Angela et Shan jouaient, les règles étaient sur le point de changer. Chapitre 3. La révélation. Le quartier des entrepôts de Harbor Road à minuit était un cimetière de métal rouillé et de rêves brisés. Dal gara sa BMW à l'ombre d'une usine textile abandonnée. Son entraînement militaire cataloguait automatiquement les issues de secours et les menaces potentielles. Le message anonyme l'avait conduit ici, avec la promesse impossible qu'Emma était en vie. Un espoir qui se dissipait face à son instinct d'enquêteur qui lui criait qu'il s'agissait probablement d'un piège. Il traversa l'obscurité en direction de l'entrepôt indiqué, son Glock dégainé mais baissé. Le bâtiment se dressait sur le ciel étoilé. Ses vitres brisées, telles des yeux morts, observaient son approche. Une unique lumière brillait de l'intérieur, projetant de longues ombres à travers le squelette industriel.
Monsieur Matthews. La voix provenait de derrière une pile de conteneurs. Une silhouette émergea. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'allure efficace d'une professionnelle de la santé. Je suis le docteur Grace Weaver. J'ai travaillé avec votre beau-frère. Où est ma fille? La voix de Dal trancha l'air nocturne comme une lame. En sécurité. Mais d'abord, vous devez comprendre dans quoi vous êtes tombé. Grace s'avança dans la lumière, révélant des yeux fatigués et les mains tremblantes d'une personne profondément coupable. Sean Denny n'a pas seulement une liaison avec votre femme. Il préparait quelque chose de bien pire. Expliquez-moi tout de suite. Grace sortit une tablette. Son écran projetait une lumière bleue entre eux. Il y a 3 mois, Sean m'a contacté avec une proposition. Il avait besoin de quelqu'un ayant accès au crématorium et au moratoire de l'hôpital. Quelqu'un capable de fournir des certificats de décès et de gérer les cas difficiles en toute discrétion. Dal serra les dents sur son arme. Quel genre de cas? Des gens qui avaient besoin de disparaître. Sean dirigeait une opération très spécialisée. Des fausses morts pour des clients prêts à payer des sommes énormes pour échapper à la mort. La protection des témoins pour les criminels. Des maris échappant à la pension alimentaire, des cadres fuyant les accusations de fraude. Les marges bénéficiaires sont astronomiques quand on peut garantir à quelqu'un un casier judiciaire vierge. Les pièces du puzzle ont commencé à former une image terrifiante dans l'esprit de Dal. Et Emma, votre fille a vu Sean et Angela dans votre bureau il y a 3 nuits. Mais elle a vu plus qu'une simple liaison. Grace a consulté les images de sécurité sur sa tablette. Elle a vu Sean photographier des documents de votre coffre-fort, des secrets d'entreprise, des dossiers clients, des contrats militaires, des informations valant des millions pour les bons acheteurs. La vidéo montrait Emma debout dans l'embrasure de la porte du bureau de Dal, observant un certain Sean utiliser son téléphone pour photographier des papiers éparpillés sur le bureau pendant qu'Angelus faisait le guet. La petite fille avait été témoin d'espionnage industriel, pas seulement d'adultère. Et Em est trop intelligente, continua Grace. Sean savait qu'elle finirait par vous dire ce qu'elle avait vu. Ils ont donc arrangé sa mort lors d'une opération de routine, puis ont planifié de la vendre à l'un des clients internationaux de Sean. Des gens qui paient le prix fort pour des enfants intraçables. La vision de Dal s'est teintée de rouge. Vous me dites qu'il prévoit de simuler la mort de ma fille et un trafiquant? Sean a déjà fait ça, mais toujours avec des adultes consentants à disparaître. Les enfants sont une nouvelle aventure pour lui, plus rentable et plus durable. Votre femme lui a fourni l'accès familial dont il avait besoin. Où est Emma? Grace fit un geste vers l'entrepôt à l'intérieur. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Sean ne travaille pas seul. Il a un partenaire. Quelqu'un qui a des liens avec le crime organisé, les familles et les réseaux internationaux de trafic. Quelqu'un qui a les moyens de faire disparaître des gens. Ils se dirigèrent vers l'entrée de l'entrepôt. La carte magnétique de Grace déverrouillait plusieurs portes de sécurité. Je documentais l'opération de Sean depuis des mois, cherchant un moyen de le démasquer sans ruiner ma propre carrière. Mais quand j'ai appris qu'il ciblait un enfant, l'intérieur de l'entrepôt fut divisé en plusieurs sections. Un centre médical équipé de matériel chirurgical, une forge pour créer de faux documents, et au fond, une série de petites pièces qui ressemblaient étrangement à des cellules. La zone de détention, expliqua Grace d'un ton sombre, où les clients décédés attendaient leur nouvelle identité et leur transport. Dans une dernière pièce, Dal trouva Emma endormie sur un petit lit, respirant paisiblement. Elle était exactement comme ce matin-là, en bonne santé, indemne et bien vivante. Le soulagement le fit presque tomber à genoux. Papa. Les yeux d'Emma s'ouvrirent brusquement lorsqu'il s'agenouilla à côté d'elle. J'ai fait un rêve étrange. Oncle Sean m'a donné des médicaments et m'a dit que je partais en voyage spécial. Dal prit sa fille dans ses bras, sentant son souffle chaud contre son cou. Tout va bien, ma chérie. Papa est là. Maman vient aussi, demanda Emma d'un ton innocent. La question frappa Dal comme un coup dur. Sa fille faisait encore confiance à la femme qu'il avait vendue à des trafiquants d'enfants. On parlera de maman plus tard, ma belle. Grace apparut sur le seuil. Dal, il faut agir vite. Sean s'attend à ce que je transfère Emma dans les locaux de son associé ce soir. Si je ne me présente pas, qui est l'associé de Sean? Gustavo Gera. Il dirige une entreprise d'import-export légitime pour se couvrir,
mais sa véritable activité consiste à faire circuler des personnes et des informations à travers les frontières. Shan lui fournit des renseignements commerciaux depuis des mois. La liste des clients de votre entreprise, les protocoles de sécurité, tout. L'esprit de Dal passa en mode tactique. Combien de personnes sont au courant de l'opération de ce soir? Juste Shan, Angela et l'équipe de transport de gare. Ils attendent qu'Emma soit livrée à un entrepôt de Bridgeport à 2 heures du matin. Dal regarda sa montre. Minuit 47. Il avait un peu plus d'une heure pour dénoncer les chasseurs. Pour chasser. Grace, j'ai besoin que tu fasses cette livraison. Quoi? Pas Emma, mais Shan et Angela doivent croire que tout s'est déroulé comme prévu. La voix de Dal portait la froide précision qui avait fait son succès dans la guerre des corporations. J'ai une idée qui nous donnera tout ce qu'il faut pour les détruire. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Emma tira sur la veste de Dal. Papa, es-tu fou? Oncle Shan et maman. Dal s'agenouilla à sa hauteur, le regardant dans des yeux qui reflétaient son intelligence et sa détermination. Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie? À cause de ce que j'ai vu dans ton bureau. Il prenait des photos de tes documents secrets et disait des gros mots à ton sujet. La fierté et la fureur montaient au cœur de Dal. Sa fille de 7 ans avait reconnu l'espionnage industriel dès qu'elle en voyait. Quel genre de gros mots? Maman disait que tu étais stupide et qu'oncle Shan allait se faire beaucoup d'argent grâce à tes dossiers. Elle disait qu'après avoir eu l'argent, ils pourraient partir ensemble et que je pourrais vivre avec grand-mère Cheryl. La désinvolture avec laquelle Emma livrait cette information donnait l'impression que discuter d'un changement de programme pour le week-end plutôt que de la destruction d'une famille révéla à quel point Angela avait peu tenté de cacher son mépris à leur fille. Dal se leva, sa décision se cristallisant. Angela et Shan l'avaient trahi, volé, planifié un trafic d'enfants et empoisonné l'innocence de sa fille avec leur manigance. Il n'y aurait ni pardon, ni pitié, ni échappatoire. Grâce, dit-il doucement. Je veux que tu passes un coup de fil. Dis à Shan qu'il y a eu une complication, Emma s'est réveillée pendant le transport et a dû être à nouveau mise sous sédatif par moi pendant 3 heures. Qu'est-ce que tu prépares? Le sourire de Dal était une justice arctique, le genre qui ne nécessite ni tribunal ni jury. Alors qu'il quittait l'entrepôt, Emma dormant tranquillement sur la banquette arrière, Dal commença à planifier l'opération la plus importante de sa vie. Shan et Angela se prenaient pour des prédateurs ayant réussi à éliminer une menace. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient réveillé quelque chose de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Chapitre 4. Le projet de l'architecte. Dal de retour chez lui à 3 heures du matin, il trouva Angela évanouie sur leur lit, une bouteille de vin vide sur la table de nuit à côté d'un flacon à moitié vide d'un anxiolytique. Elle était allongée sur les draps, toujours vêtue de la robe noire qu'elle avait choisie pour la mort de leur fille. Son maquillage avait coulé après des heures de deuil simulé. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la femme qu'il avait aimée pendant 15 ans, cherchant la moindre trace de l'épouse et de la mère dévouée qu'elle avait prétendu être. Mais tout ce qu'il voyait maintenant, c'était une actrice qui avait offert une performance digne d'un prix tout en vendant leur enfant à des trafiquants d'êtres humains. Emma était en sécurité dans le centre sécurisé de Coricrane, une propriété transformée qui servait de centre d'opération d'urgence à Dal. Grace Weaver avait appelé Shan, signalant des complications qui retarderaient l'accouchement d'Emma de 12 heures. Cela donna à Dal le temps d'orchestrer quelque chose de bien plus durable qu'un simple sauvetage. Dans son bureau, Dal activa le système de communication sécurisé qui le reliait à ses agents les plus fidèles. Matthew Security Consulting employait d'anciens militaires et agents des services de renseignement qui spécialisaient dans les situations où les forces de l'ordre conventionnelles ne pouvaient ou ne voulaient intervenir. Cory Dal parla dans le téléphone crypté. J'ai besoin d'une équipe tactique complète, prête pour l'opération jugement. Niveau d'autorisation, noir. Bien reçu, patron. Ressources illimitées. Délai, 18 heures pour le déploiement, 6 heures pour l'exécution. Terminé. Écoré, c'est personnel. Compris, monsieur. Dal passa l'heure suivante à examiner les dossiers du personnel, sélectionnant des opérateurs ayant prouvé leur loyauté au fil des années de missions dangereuses. Marcus Moody, son expert en démolition et ancien Navy SEAL. Eugène Frank, dont les compétences informatiques lui permettaient de pénétrer n'importe quel système de sécurité. Luke Darling, un spécialiste de la guerre psychologique capable de briser l'esprit de n'importe qui sans même lever le doigt. Mais il ne s'agissait pas seulement de constituer une équipe.
La trahison de Sean et Angela avait révélé un cancer qu'il fallait exciser complètement. Le réseau de trafic d'êtres humains de Gara, la corruption à l'hôpital de Greenwich, le réseau d'espionnage industriel. Tout cela allait brûler. À 6 heures du matin, Angela entra dans la cuisine en titubant, vêtue des vêtements et du chagrin de la veille. Elle arborait l'expression d'une mère dévastée, les yeux rouges et les mains tremblantes. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie », murmura Angela en versant du café d'une main tremblante. Notre petite fille, Dal la regarda avec un détachement clinique. Il faut organiser les obsèques. Sean proposa de tout gérer. Il se sent responsable. Il pense qu'il aurait dû attraper l'infection plus tôt. Quelle attention de sa part. Angela leva brusquement les yeux, percevant peut-être quelque chose dans sa voix. Dal, es-tu en colère contre Sean? Parce que ce n'était pas de sa faute. L'infection était trop avancée. Je ne suis pas en colère, répondit Dal sincèrement. La colère était une émotion brûlante, dévorante et passagère. Ce qu'il ressentait maintenant était froid, calculateur et permanent. Je suis reconnaissant à Sean d'avoir tant fait pour la sauver. Un éclair de soulagement traversa les traits d'Angela. Il est dévasté. Je pense qu'il a besoin de notre soutien maintenant. Absolument. Pourquoi ne pas l'inviter? Le recevoir à dîner ce soir? On devrait parler de la cérémonie commémorative d'Emma. Angela hocha la tête avec empressement, se réjouissant probablement de passer plus de temps avec son amant tout en conservant leur couverture. Excellente idée. Sean aurait bien besoin de réconfort. Après le départ d'Angela pour une autre séance de thérapie de deuil avec sa sœur, Dal se rendit au siège de son entreprise à Stanford. La tour de verre de 40 étages abritait l'une des opérations de renseignement les plus sophistiquées de la côte est, déguisée en cabinet de conseil en sécurité légitime. Dans sa salle de conférence, Dal rassembla son équipe principale. Cartes, photos et rapports de surveillance couvraient chaque surface. Les équipements électroniques bourdonnaient de communications interceptées et de données de suivi en temps réel. Messieurs, commença Dal. Nous avons affaire à une association de malfaiteurs qui comprend trafic d'êtres humains, espionnage industriel et tentative de meurtre. Les personnes concernées sont Sean Denny, Angela Matthews et Gustavo Gera, ainsi qu'un nombre indéterminé d'associés. Marcus Moody examina les photos tactiques. Quel est l'objectif, patron? L'élimination complète du réseau. Pas d'arrestation, pas de procès, pas de témoins. La voix de Dal y portait l'autorité d'un homme qui avait pris des décisions de vie ou de mort dans des zones de combat. Sean Denny et Angela Matthews ont perdu leur droit d'exister. L'opération de Gara doit disparaître définitivement. Eugène Frank leva les yeux de son ordinateur portable. J'ai infiltré le réseau de communication de Gara. Sa prochaine cargaison de marchandises transite par Port Newark demain soir. 12 personnes sont prévues pour être transportées vers diverses destinations internationales. Nous allons les intercepter, décida Dal. Ces personnes bénéficient d'une véritable protection pendant que nous recueillons des renseignements sur l'ensemble de l'opération de Gara. Luke Darling a réparti les profils psychologiques sur la table. Denny et votre femme sont des amateurs jouant dans un jeu professionnel. Leur terreur lorsque les choses commenceront à se dégrader leur donnera un avantage considérable. La chronologie, continua Dal, commence ce soir. Angela et Sean s'attendent à célébrer la mort d'Emma tout en planifiant leur évasion avec le prix du sang de Gara. Au lieu de cela, ils se dirigent vers un piège qui les consumera lentement et complètement. Corey a présenté les spécifications techniques. Un système de surveillance complet est déployé autour de leur lieu de rendez-vous. Chaque mot, chaque mouvement est enregistré et documenté. Une fois tout cela terminé, nous aurons suffisamment de preuves pour enterrer quiconque tentera de enquêter sur leur disparition. Dal étudia les visages des hommes qu'il avait suivis dans les guerres d'entreprise et les opérations en zone grise. Des questions, des règles d'engagement? Marcus demanda, il n'y a pas de règles. Sean Denny prévoyait de vendre ma fille de 7 ans à des trafiquants d'enfants. Angela Matthews est sa complice consentante. Ils ont détruit le caractère sacré de ma famille et de mon foyer. La voix de Dal baissa à peine, jusqu'à un murmure. Je veux qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont déclenché avant de mourir. L'équipe se dispersa pour ses préparatifs, laissant Dal seul avec ses pensées. À travers les baies vitrées, il pouvait voir la côte du Connecticut s'étendre jusqu'au détroit de Long Island. C'était l'empire qu'il avait bâti grâce à la discipline, à l'intelligence et à un refus absolu de la défaite.
Shan et Angela avaient violé la règle la plus fondamentale de la guerre, ne jamais menacer ce qu'un homme dangereux aime le plus. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS d'Angela. Shan viendra dîner à 19h. Il apporte du vin pour célébrer la mémoire d'Emma. Dal répondit, parfait. Je vais préparer quelque chose de spécial. Alors que le soleil se couchait sur son royaume d'entreprise, Dal Matthews entamait les derniers préparatifs d'une guerre qui se terminerait par une victoire totale ou une destruction totale. Mais compte tenu de son passé, il n'y avait qu'une seule issue possible. Shan et Angela avaient commencé ce jeu en se prenant pour des prédateurs. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils étaient des proies. Chapitre 5. Les titans du web. À 19h précise, Shan Denny frappa à la porte d'entrée de la propriété des Matthews, une bouteille de champagne de luxe à la main et l'air solennel d'un oncle en deuil. Dal observa Angela le laisser entrer à travers les écrans de surveillance. Leur étreinte dura plusieurs secondes de plus qu'il n'est approprié pour des beaux-parents en deuil. Dal, dit Shan en entrant dans la salle à manger avec une tristesse artificielle. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé pour Emma. C'était une petite fille si spéciale. Elle était tout pour moi, répondit Dal en versant du vin dans des verres en cristal qui avaient été des cadeaux de mariage 15 ans plus tôt. Veuillez vous asseoir. Angela prépara le repas préféré d'Emma, une sorte de dîner commémoratif. Pendant qu'ils mangeaient, Shan les régalait d'anecdotes sur les visites d'Emma à l'hôpital, l'adoration du personnel, ses propos sur sa carrière de médecin. Comme oncle Shan. Angela s'essuyait les yeux de temps en temps, jouant à la perfection le rôle de la mère dévastée, mais Dal observait la scène à travers ses micro-expressions, ses accents vocaux et son langage corporel révélant leurs véritables émotions. Shan consultait sans cesse son téléphone tandis que l'appétit d'Angela semblait remarquablement robuste pour une femme qui avait perdu son enfant 18 heures plus tôt. J'ai réfléchi aux arrangements funéraires, dit Dal dans une pause dans la conversation. Quelque chose de grandiose. Emma mérite le meilleur. En fait, intervint prudemment Shan. J'espérais que nous pourrions aborder un sujet délicat. La direction de l'hôpital s'inquiète d'éventuels problèmes de responsabilité. Il recommande une crémation immédiate et une cérémonie privée, des questions de responsabilité civile, des questions médicales. Des poursuites pour faute professionnelle, l'attention des médias. Ces choses peuvent dégénérer lorsqu'un enfant meurt lors d'une opération de routine. La performance de Shan était fluide, maîtrisée. Je pense qu'Emma aurait souhaité qu'on se souvienne d'elle en privé, sans tout le cirque d'un enterrement public. Dal hocha la tête pensivement. Tu as probablement raison. Restons simples. Restons en famille. Le soulagement se lisait sur leur visage. Une crémation éliminerait toute possibilité d'autopsie qui aurait révélé qu'Emma n'était jamais morte. Ils pensaient avoir scellé leur victoire. Il y a une chose qui me trouble. Dal poursuivit la conversation. Emma a mentionné avoir vu quelque chose d'étrange l'autre soir. Elle a dit qu'elle vous avait observé, Angela et toi, par la fenêtre du bureau, en train de prendre des photos de papier depuis mon bureau. La température dans sa chambre avait chuté de 20 degrés. Le verre de vin d'Angela tremblait dans sa main tandis que le visage de Shan pâlissait. Les enfants ont une imagination débordante, dit Angela rapidement. Elle nous a probablement vu parler en pensant. Elle a été très précise. Dal l'interrompit doucement. Elle a dit que tu photographiais des documents tout en discutant de l'argent que tu pourrais gagner avec mes dossiers. Shan posa sa fourchette avec une précision mécanique. Dal, je pense que le chagrin affecte ton jugement. Pourquoi le ferions-nous? Elle a aussi mentionné que tu m'avais traité d'idiot et que tu prévoyais de partir ensemble pendant qu'elle vivait avec grand-mère Cheryl. Le silence s'étira comme un fil sur le point de rompre. Angela et Shan échangèrent des regards qui confirmèrent tout ce que Dal avait besoin de savoir. D'où ça vient, demanda Angela, son masque commençant à tomber. Notre fille vient de mourir, et tu inventes des théories du complot? Invente? Dal fouilla dans sa veste et posa un petit enregistreur numérique sur la table. Cet appareil était dans mon bureau depuis une semaine. Veux-tu entendre ce qu'il a enregistré? Shan se précipita vers l'enregistreur, mais Dal fut plus rapide, le récupéra et appuya sur lecture. La voix d'Angela emplit la pièce. Dal est si confiant qu'il ne se doutera de rien. Le temps qu'ici on découvre les dossiers manquants, on sera à mi-chemin de la Suisse avec le paiement de gare. Ce n'est pas ça, commença Angela, puis s'interrompit tandis que ses propres mots continuaient de résonner. La voix de Shan se joignit à la sienne. Les petits morveux en ont trop vu.
Il faut régler le problème d'Emma avant qu'elle ne parle. Dal arrêta l'enregistrement, scrutant leur visage tandis que la réalité de leur révélation s'imposait. Le problème d'Emma? Tu dis que ma fille est un problème qu'il faut régler. Dal, laisse-nous t'expliquer. La honte commença. Aucune explication n'est nécessaire. Je comprends parfaitement. La voix de Dal resta calme, conversationnelle. Tu as volé des secrets d'entreprise, les as vendus à des trafiquants d'êtres humains et tu prévoyais de simuler la mort d'Emma pour disparaître avec les profits. Angela bondit de sa chaise. Tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends que tu aies vendu notre fille à des trafiquants d'enfants. L'accusation flottait dans l'air comme une condamnation à mort. Le visage de Shan devint blanc tandis qu'Angela tituba en arrière. Ce n'est pas ça qu'on ne ferait jamais. Le sang-froid de Shan finit par craquer. Vraiment? Alors pourquoi? Le docteur Weaver s'attendait-il à amener Emma à l'établissement de gare ce soir? La mention du nom de Grace les frappa comme des coups. Shan s'affaissa sur sa chaise, réalisant l'étendue des connaissances de Dal. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Murmura Angela. Assez longtemps pour sauver ma fille et documenter toute votre opération. Dal se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le parc. Au fait, Emma est saine et sauve. Bien vivante et très bien soignée. Où est-elle? Demanda Angela. Quelque part où vous ne la trouverez jamais. Dal se retourna pour leur faire face. La question est maintenant de savoir quoi faire des deux personnes qui ont tenté de faire le trafic de mon enfant. Shan tenta de reprendre le contrôle. Dal, on peut régler ça. Tout a dérapé, mais on n'en avait jamais eu l'intention. Tu n'avais jamais eu l'intention de te faire prendre. Écoute, l'argent de Gara. On peut le partager. Faire de toi un associé. On a des contacts qui paieraient des millions pour tes dossiers clients. Dal sourit pour la première fois ce soir-là. Tu crois que c'est une question d'argent? Tout est une question d'argent. Angela craqua, sa vraie nature enfin révélée. Ta précieuse entreprise, cette maison, ta réputation, tout cela n'est qu'argent et ego. Au moins, Shan et moi sommes honnêtes sur ce que nous voulons. Et toi, que veux-tu? Être libéré de ton contrôle étouffant, de ton besoin obsessionnel de dominer tout ce qui t'entoure. Shan m'offre de l'excitation, de la passion, une vraie vie au lieu d'être une épouse trophée dans ton musée d'entreprise. Dal assimila ses paroles sans broncher. Alors tu as décidé de voler mes secrets d'affaires et de vendre ma fille à des trafiquants d'êtres humains. Emma n'aurait pas eu de problème. Cria Angela. Gara a des clients qui attendent depuis des années un enfant comme elle. Elle aurait tout eu. Argent, éducation, des opportunités que tu n'aurais jamais pu lui offrir. Des opportunités en tant qu'enfant victime de trafic, en tant que fille adoptive pour des gens qui la désirent vraiment, pas pour quelqu'un qui la voit comme une extension de son propre ego. Dal hocha lentement la tête. Je vois que tu crois sincèrement que tu rendais service à Emma. Nous l'empêchions de devenir comme toi. Froide, calculatrice, incapable d'émotions réelles. Point de vue intéressant. Dal regarda sa montre. 8h47 17h malheureusement, vos partenaires commerciaux attendent la livraison de la marchandise dans environ 1 heure. Le téléphone de Shan vibra, un SMS lui parvint. Son visage devint blême en le lisant. Un problème? Demanda Dal. Les gens de gare demandent confirmation du calendrier de livraison. Alors, vous feriez mieux de le confirmer. Le ton de Dal devint mortellement sérieux. Vous allez tous les deux à cet entrepôt. Vous allez expliquer à Gare comment vous avez perdu sa marchandise, et vous allez subir les conséquences d'avoir déçu un homme qui tue des gens pour des erreurs bien plus mineures. Dal, s'il te plaît, supplia Shan. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons arranger ça. La seule chose qui puisse être faite maintenant, c'est que justice soit faite. Dal sortit son téléphone et composa un numéro. Si, il est temps. Que Marcus et Eugène passent aux positions alpha et bêta. Luc devrait commencer la phase 2 du protocole psychologique. Que faites-vous? Angela exigea de finaliser votre transaction avec Gara. Vous lui avez promis un enfant, et il sera très mécontent quand vous arriverez les mains vides. Leurs deux visages se vidèrent de leur couleur. Ils se mirent à grincer des dents en réalisant le piège qui se refermait sur eux. Tu ne peux pas nous envoyer à Gera, murmura Shan. Il va nous tuer. Oui, acquiesça Dal.
Il le fera très lentement et très douloureusement une fois qu'il aura compris que tu as non seulement perdu sa marchandise, mais aussi exposé toute son opération à un homme avec mes ressources. Dal se dirigea vers la porte, les laissant paralysés de terreur. La voiture est dehors. Tu as 30 minutes pour atteindre l'entrepôt, sinon les hommes de gare viendront te chercher ici. Je te garantis qu'ils ne seront pas aussi cléments que moi. Alors qu'il s'éloignait, Angela hurla après lui. Tu es un monstre. Emma te détestera pour ça. Dal s'arrêta sur le seuil. Emma ne saura jamais ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé de la vendre, mais elle grandira en sécurité, aimée et protégée par quelqu'un qui brûlerait le monde avant de laisser quiconque la blesser. La dernière chose qu'il entendit en partant fut la voix brisée de Shan. Que avons-nous fait? Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait? Dal ne répondit pas. Ils firent leur choix et maintenant, ils allaient en subir les conséquences. Dans exactement 28 minutes, Angela et Shan découvriraient que Dal Matthews n'avait jamais bluffé, jamais pardonné, et jamais oublié. Le projet de l'architecte était presque terminé. Chapitre 6, le pacte du diable. L'entrepôt abandonné de Bridgeport ressemblait à un tombeau de béton dans la friche industrielle de la côte oubliée du Connecticut. La Mercedes d'Angela arriva sur le parking vide à 22h15 précise, avec 15 minutes de retard, un retard qui n'avait pas échappé aux silhouettes qui attendaient dans l'ombre. Dal observait la scène grâce à sa vision nocturne de qualité militaire depuis son poste au sommet d'un conteneur maritime voisin, communiquant avec son équipe grâce à des écouteurs cryptés. Marcus et Eugène avaient établi un contrôle du périmètre tandis que Luke surveillait les communications depuis un centre de commandement mobile déguisé en fourgon de maintenance. Des sujets approchaient de l'entrepôt. Dal chuchota dans son micro. Angela tremblait comme une feuille. Shan semblait prêt à filer. Les hommes de gare étaient déjà à l'intérieur. Eugène signala 4 véhicules, soit une douzaine de personnes, armes lourdes confirmées. À travers sa lunette, Dal observa Angela et Shan s'approcher de l'entrée de l'entrepôt. Leur langage corporel criait terreur et désespoir, exactement l'état d'esprit qu'il avait voulu créer. La porte de l'entrepôt s'ouvrit, révélant Gustavo, Gare en personne. À 52 ans, Gare projetait le charisme dangereux d'un homme qui avait bâti un empire sur la souffrance humaine. Son costume coûteux et ses bijoux en or contrastaient fortement avec le décor industriel, tandis que les hommes armés qui l'entouraient ne laissaient aucun doute sur sa véritable nature. Dr Denny, Madame Matthews. L'accent de Gare portait la menace raffinée d'une violence éduquée. Vous êtes en retard et je ne vois pas ma marchandise. Dal activa le système de microphone longue portée qui capterait chaque mot de la conversation. Cet enregistrement servirait à plusieurs fins dans les heures à venir. Il y a des complications, commença Shan, la voix brisée par le stress. Quel genre de complications? Angela s'avança, tentant de sauver la situation. L'enfant s'est réveillée pendant le transport. Nous avons dû la calmer à nouveau, mais elle a résisté aux médicaments. Notre contact à l'hôpital effectue des analyses sanguines supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y a pas de séquelles permanentes. Gare étudia. Avec le calcul froid d'un prédateur évaluant sa proie. Le docteur Weaver n'a signalé aucune complication de ce genre lors de son appel cet après-midi. La mention du nom de Grace a provoqué un choc visible chez Angela et Shan. Ils pensaient que leur plan se déroulait sans accroc, ignorant que Dal avait retourné leur propre coordinateur contre eux. Grace, qu'a-t-elle dit exactement, demandait Shan chaque semaine. Que la marchandise était prête à être livrée à 22 heures. Et pourtant, vous voilà les mains vides, à chercher des excuses. Gare les encercla lentement, ses gestes précis et menaçants. Dans mon métier, la fiabilité est primordiale. Quand quelqu'un promet de livrer un produit et échoue, cela soulève des questions sur sa compétence et son honnêteté. Cette fille est précieuse, dit Angela d'un ton désespéré. En bonne santé, intelligente, issue d'une famille aisée. Vos clients paieront le prix fort pour quelqu'un de sa qualité. Mes clients ont déjà payé. Ils attendent une livraison sous 48 heures pour finaliser leurs propres arrangements. Gare s'arrêta juste devant eux. Le non-respect de la livraison me coûtera une part importante de ma réputation et de mes revenus. Dal afficha un sourire sombre, caché dans sa position. Gare tout fonctionnait exactement comme prévu. Un homme d'affaires en colère à cause d'une transaction perturbée, inconscient qu'on le menait en position de destruction totale. On peut arranger ça, plaida Shan. Donnez-nous encore 24 heures. L'enfant sera prêt pour le transport. Je vous le garantis. Des garanties.
Gara rit sans humour. Vous avez garanti la livraison ce soir. Pourquoi devrais-je croire vos nouvelles promesses? Parce que nous avons trop investi pour échouer, insista Angela. Les informations que nous avons fournies sur l'entreprise de mon mari, l'accès à ses réseaux clients, nous vous avons donné tout ce que vous demandiez. Les informations ne valent rien si vous ne pouvez pas livrer la marchandise principale. L'oreillette de Dal crépita au son de la voix de Luc. Patron, nous avons des véhicules en approche. 3 SUV noirs approchant de l'est. Les plaques d'immatriculation correspondent à celles de l'équipe secondaire de Gare. La situation allait se compliquer considérablement. Gare avait réagi, suggérant qu'il avait anticipé des problèmes avec cette transaction. Je suis déçu. Gare continua à l'intérieur de l'entrepôt. Dr Denny, vous vous êtes présenté comme un professionnel capable de gérer des opérations complexes. Madame Matthews, vous prétendiez que votre mari était trop confiant pour découvrir notre arrangement. Et pourtant, nous voilà confrontés à des complications d'amateurs. Mon mari ne se doute de rien. Angela a menti avec acharnement. Dal pense que notre fille est morte pendant l'opération. Il ignore tout de notre partenariat avec vous. Dal serra les dents en entendant son nom prononcé avec tant de désinvolture dans le contexte de leur trahison, mais il garda son calme professionnel tandis que les renforts de Gare prenaient position autour de l'entrepôt. Alors, où est la marchandise? Demanda Gare. Shan perdit finalement tout son sang-froid. En vérité, nous pensons que Dal pourrait savoir quelque chose. Notre fille nous a vus ensemble dans son bureau, nous a vu photographier ses dossiers. Nous avons dû accélérer le processus pour protéger l'opération. L'expression de Gare devint menaçante. Vous me dites que le père de la cible est au courant de vos activités? Non. Enfin, peut-être. Nous ne savons pas ce qu'il sait. L'incertitude est inacceptable dans mon métier. Gare fit signe à ses hommes, qui encerclèrent immédiatement Angela et Shan. Les implications étaient claires. Cette conversation allait vers une résolution définitive. S'il vous plaît, supplia Angela. On peut encore livrer. Dal ne sait rien de vous ni de votre organisation. Même s'il nous soupçonne, il ne peut pas nous relier à votre opération. En fait, dit Dal en sortant de l'ombre, arme au poing. Je sais tout. L'entrepôt sombra dans le chaos. Les hommes de Gare saisirent leurs armes tandis qu'Angela hurlait et que Shan plongeait derrière un conteneur, mais l'équipe de Dal s'était parfaitement positionnée. Marcus émergea de l'entrée opposée tandis qu'Eugène bloquait la sortie arrière, tous deux armés de fusils d'assaut militaires. Que personne ne bouge, ordonna Dal d'une voix imprégnée d'une autorité absolue. Arme au sol, main visible, sinon tout finira très mal pour tout le monde. Gare fit preuve d'un sang-froid remarquable pour un homme confronté à une opposition inattendue. Monsieur Matthews, je présume, votre réputation de stratège semble amplement méritée. Lâchez vos armes maintenant. Je pense que vous comprenez mal la situation, répondit Gare calmement. Vous êtes en infériorité numérique de 12 contre 3. Mes hommes ont des familles à aider. Protéger, ce qui les rend considérablement plus motivés que vos mercenaires, Corée. Dal parla dans son oreillette. Allumez-les. Soudain, toutes les fenêtres de l'entrepôt explosèrent vers l'intérieur tandis que l'équipe de Luc lançait des grenades assourdissantes depuis des positions dissimulées. Les explosions assourdissantes et la lumière aveuglante firent trébucher les hommes de Gara, tandis que l'équipe de Dal, équipée d'équipements tactiques, gardait le contrôle total de la situation. Dans le chaos, Dal s'avança vers Angela et Shan, blottis les uns contre les autres derrière une couverture inadéquate. Dans la file, il leur dit doucement, « Dal, s'il vous plaît », sanglota Angela. « Je suis toujours la mère d'Emma. Elle a besoin de moi. » Emma avait besoin d'une mère qui ne la vendrait pas à des trafiquants d'êtres humains. Shan leva les yeux au ciel, désespéré. « Je peux tout vous donner. Tout le réseau de Gare, sa liste de clients, ses dossiers financiers. J'ai accès à des informations valant des millions. Des informations que je vais soutirer directement à Gara. » Alors que la fumée se dissipait, l'équipe de Dal avait maîtrisé avec brio le personnel de Gare. Le trafiquant lui-même était assis ligoté à une chaise en métal. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil, mais son sang-froid était intact. Une coordination impressionnante. Admigère. La sécurité de votre fille n'a jamais vraiment été en danger, n'est-ce pas? Ma fille est en sécurité depuis hier. Il a toujours été question de justice. Justice? Gare sourit froidement.
Vous êtes sur le point de torturer et d'assassiner 12 personnes. Comment est-ce que c'est de la justice? Vous avez raison, répondit Dal pensivement. Ce n'est pas de la justice, c'est de la guerre. Il se tourna vers Angela et Shan, maintenant attachés par des attaches et observant la scène avec terreur. Vous vouliez savoir quel genre d'homme je suis vraiment? Vous allez le découvrir. Dal sortit un téléphone satellite et composa un numéro. Un numéro qui le reliait à des contacts établis au fil des décennies dans les milieux militaires et du renseignement. Ici Matthews. Autorisation Delta 77. J'ai besoin d'une équipe d'extraction du côté obscur à mes coordonnées. 13 sujets pour interrogatoire renforcé et élimination définitive. Le visage d'Angela devint blanc. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas un tueur. J'étais un tueur bien avant de devenir homme d'affaires, répondit Dal d'un ton neutre. La seule différence, c'est que maintenant je choisis mes cibles avec plus de soin. Le bruit des hélicoptères approchant au loin marqua le début de la phase finale. Shan commença à hyperventiler tandis qu'Angela l'injuriait avec des mots qui auraient fait rougir des soldats aguerris. Un dernier mot pour Emma, demanda Dal. Dis-lui que nous l'aimions. Chuchota Angela. Non, je lui dirai que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle grandira sans jamais savoir qu'elle a été trahie par ceux qui auraient dû la protéger le plus. Alors que les hélicoptères atterrissaient dehors, Dal ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une satisfaction totale. Le projet de l'architecte était parfait, et l'exécution avait été sans faille. Shan, Angela et Gera disparaîtraient dans un système conçu pour des personnes qui n'existaient pas officiellement. Leur destin serait lent, rigoureux et instructif pour quiconque envisagerait de menacer la famille de Dal Matthews. Emma grandirait en sécurité, aimée et protégée par un père qui avait prouvé qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il ferait pour la protéger. Le pacte avec le diable était conclu. Chapitre 7. Sang et révélation. Le site secret, caché dans les montagnes d'Adirondack, opérait hors de portée des forces de l'ordre conventionnel. Construit pendant la guerre froide et entretenu par des entreprises militaires privées, il servait de lieu où des personnes dangereuses disparaissaient et où des questions embarrassantes étaient répondues par des méthodes que les tribunaux n'approuveraient jamais. Dal se tenait devant un mur d'écran affichant 12 cellules d'interrogatoire distinctes, chacune contenant un associé de Gar. Dans la cellule centrale, Gara lui-même était assis, attaché à une chaise spécialement conçue pour causer. Un inconfort maximal sans causer de dommages permanents. Pourtant, Angela et Shan occupaient des cellules séparées. Leur défi initial s'était transformé en une terreur gémissante lorsqu'ils ont réalisé l'étendue réelle des capacités de Dal. Ils avaient passé les 18 dernières heures à observer les spécialistes des interrogatoires de Dal extraire des informations du réseau de Gar grâce à des techniques réduisant des criminels endurcis à des aveux sanglotants. Rapport d'étape. Dal dit à Luke Darling, qui coordonnait la campagne de guerre psychologique, les réseaux financiers de Gar sont entièrement cartographiés. Nous avons des comptes bancaires dans 17 pays, des biens immobiliers, des listes de clients et des détails opérationnels sur les 5 dernières années de trafic d'êtres humains. Luke consulta sa tablette. Ce salaud déplace en moyenne 200 personnes par an. Et l'inventaire actuel, 43 personnes à différents stades du processus, hommes, femmes et 12 enfants, tous en attente d'être transportés vers des acheteurs sur 3 continents. Dal hocha la tête d'un air sombre. État d'avancement de l'extraction. Les équipes de Marcus et Eugène ont identifié tous les centres de détention. Nous pouvons libérer l'intégralité de l'inventaire en 6 heures et les placer en détention préventive avant que quiconque ne réalise que l'opération de Gar a été démantelée. À travers les écrans, Dal observait Angela arpenter sa cellule comme un animal en cage, tandis que Shan était assis, immobile, dans un coin, le regard perdu. Ils avaient été contraints d'assister à chaque détail de l'interrogatoire de Gara, comprenant que leur tour approchait. Et leur famille, demanda Dal, faisant référence au personnel de Gara. Protocole standard. Les femmes et les enfants recevront de généreuses indemnités d'assurance vie et une aide à la réinstallation. La version officielle fait l'état d'un accident du travail dans l'entreprise d'importation légale de Gara. Dal approuva les évaluations psychologiques préparées par Luke. Les hommes de Gara étaient pour la plupart des hommes désespérés, tombés dans le trafic par les circonstances plutôt que par choix. Leur famille mérite protection, pas punition. Il est temps d'en finir, décida Dal. Il entra dans la cellule de Gar, où le trafiquant d'êtres humains semblait considérablement moins serein que 12 heures plus tôt. Un interrogatoire professionnel avait exhumé tous les détails de son opération,
mais le regard de Gar conservait l'étincelle de défi d'un homme ayant survécu à des situations pires. Votre réseau est détruit, l'informa Dal d'un ton neutre. Tous les comptes gelés, tous les biens saisis, tous les contacts identifiés et neutralisés. 43 personnes que vous comptiez vendre sont désormais libres. Vous vous prenez pour une sorte de héros. Gar cracha du sang de sa lèvre fendue. Ces gens ont choisi de disparaître. Je fournissais un service. Les enfants ont choisi de disparaître. Le silence de Gar confirmait ce que Dal savait déjà. Quelle que soit la justification tordue utilisée par Gary pour le trafic d'adultes, il n'avait aucune défense pour les enfants. Votre opération générait environ 12 millions de dollars par an, poursuivit Dal. De l'argent qui aurait pu construire des écoles, des hôpitaux, des entreprises légitimes. Au lieu de cela, vous avez choisi de profiter de la misère humaine. Épargnez-moi la leçon de morale. Vous avez torturé et assassiné 12 personnes ce soir. En quoi cela vous rend-il meilleur que moi? Je n'ai encore assassiné personne, répondit calmement Dal. C'est la suite. Il quitta la cellule de Gar et se dirigea vers celle de Shan, où son ancien beau-frère leva des yeux creux, témoin de trop d'horreur la veille. Dal, s'il te plaît, murmura Shan. Je sais que ce qu'on a fait était mal, mais EM est en sécurité maintenant. N'est-ce pas suffisant? Dal prit une chaise et s'assit face à Shan. Raconte-moi la première fois que tu as vendu des informations à Gara. Ça a commencé par une simple transaction. Angela a trouvé des dossiers clients dans ton bureau. Juste des informations d'entreprise basiques. Gar a payé 50 000 pour les informations. Et puis il a voulu plus de protocoles de sécurité, des dossiers d'employés, des données financières. L'argent était incroyable. Plus que ce que j'ai gagné en 6 mois d'opération. Quand le trafic d'enfants est-il devenu partie prenante de l'arrangement? Le visage de Shan se décomposa. Gar a évoqué l'hypothèse. Il a dit qu'il avait des clients prêts à payer des sommes énormes pour des enfants intraçables, mais ce n'était que des paroles en l'air jusqu'à ce qu'Emma en voie trop. Elle allait tout te dire sur nous, les dossiers, l'argent. On a paniqué. Dal a observé l'expression brisée de Shan, alors tu as décidé de simuler sa mort et de la vendre à des pédophiles. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Gar a dit que ses clients étaient des familles légitimes qui ne pouvaient pas adopter par les voies normales. Des gens riches qui voulaient des enfants, mais qui ne passaient pas les vérifications d'antécédents pour des raisons mineures. Des raisons mineures comme être pédophile et assassin d'enfants. Shan se mit à sangloter. On ne savait pas. Je jure qu'on ne savait pas quel genre de personnes ils étaient vraiment. Dal se surprit presque à croire les prétentions d'ignorance de Shan, ce qui rendit la trahison encore plus exaspérante. Son beau-frère avait été prêt à vendre Emma sans même se donner la peine de se renseigner sur son avenir. Quel était le plan après la naissance d'Emma? Angela et moi allions disparaître. Nouvelles identités, nouvelle vie en Amérique du Sud. Gara avait des relations qui pouvaient nous rendre complètement introuvables, me laissant croire que ma fille était morte tandis que vous viviez du prix du sang. Shan hocha la tête d'un air misérable. On pensait que vous finiriez par tourner la page, peut-être vous remarier. Vous avez suffisamment réussi pour prendre un nouveau départ. La désinvolture avec laquelle Shan ignorait 15 ans de mariage et l'amour de Dal pour Emma révélait un égoïsme incompréhensible. Dal s'est dirigé vers la cellule d'Angela, où sa femme se tenait, provocatrice, malgré la situation. Tu joues toujours la victime, a-t-il demandé. Tu prends du plaisir, n'est-ce pas, à accuser Angela. Tu as enfin une excuse pour montrer à tout le monde quel monstre tu es. Je suis un monstre. Dal a ri sans humour. Tu essaies de vendre notre fille à des trafiquants d'êtres humains pour l'empêcher de devenir comme toi. Froide, impassible, obsédée par le contrôle et la domination. Au moins, les clients de Gar lui auraient donné amour et attention. Parmi les clients de Gara figurait un pédophile condamné à Bangkok, un producteur de films snuff en Roumanie et une opération de prélèvement d'organes à Moldova. Le visage d'Angela est devenu blanc lorsque la réalité du sort de sa fille a finalement percé ses illusions. C'est impossible. Gara a dit qu'ils étaient des familles. Gara a dit tout ce qu'il fallait entendre pour qu'Emma vienne au monde. Angela s'est effondrée contre le mur, ses dernières forces de défi s'effondrant. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez failli vendre notre fille de 7 ans à des gens qui l'auraient torturée, violée et finalement tuée pour le plaisir. La brutale vérité flottait dans l'air comme un nuage toxique. Angela a commencé à vomir,
horrifiée de comprendre ce qu'elle avait vraiment planifié. Mais vous l'avez arrêtée. Elle haletait entre deux cris de détresse. Emma est saine et sauve. Cela ne suffit-il pas? Dal examina ses questions avec sérieux. En résumé, elle avait raison. Emma était saine et sauve. Le réseau de trafiquants était détruit. Justice avait été rendue. Mais ce résumé ne tenait pas compte de l'abus de confiance, de la trahison familiale, de la volonté des involtes de sacrifier leur enfant pour de l'argent et la liberté sexuelle. Non, dit-il finalement. Ce n'est pas suffisant. Dal retourna dans la salle de surveillance où Luc préparait la phase finale de l'opération. Tout est prêt, annonça Luc. Les comptes offshore de Gar financeront une nouvelle fondation caritative pour les victimes de la traite. Ces entreprises légitimes seront vendues, les bénéfices étant reversés à des programmes de formation des forces de l'ordre, et ces biens personnels serviront à constituer un fonds fiduciaire pour l'avenir d'Emma et les principes. Gara fera une crise cardiaque dans sa cellule d'ici 1 heure. Des causes naturelles provoquées par le stress de l'interrogatoire. Shan et Angela tenteront de se suicider ensemble en utilisant des pilules de contrebande, mettant fin tragiquement à leur sentiment de culpabilité pour la mort d'Emma. Dal hocha la tête d'un air approbateur. La version officielle satisferait toute enquête tout en garantissant que personne ne sache jamais la vérité sur l'enlèvement d'Emma. Mais avant cela, il est resté une dernière conversation à avoir. Dal retourna dans la cellule d'Angela, assise recroquevillée dans un coin, digérant encore l'horreur de ce qu'elle avait failli accomplir. « J'ai une question pour toi, dit-il doucement. Elle leva les yeux rouges. Si Emma était morte pendant l'opération, vraiment morte, auriez-vous ressenti un véritable chagrin? Angela réfléchit longuement à la question avant de répondre avec une honnêteté bouleversante. Je ne sais pas. Je crois que j'ai cessé de l'aimer comme une mère devrait le faire quand je suis tombée amoureuse de Shan. Elle est devenue un obstacle à mon bonheur au lieu de ma fille. Cet aveu était plus glaçant que toutes les menaces physiques ou les complots criminels. Angela avait sincèrement cessé d'aimer leur enfant, considérant Emma comme un simple inconvénient à éliminer. Merci pour votre honnêteté, dit Dal. Cela simplifie grandement la suite. Il quitta la cellule et activa le protocole final. En quelques minutes, Gar mourait d'un accident cardiaque inexpliqué. Shan et Angela suivraient peu après, victimes de leur propre culpabilité et de leur désespoir. Le rapport officiel révélerait qu'un chirurgien pédiatrique et son amant s'étaient suicidés après avoir accidentellement causé la mort de leur fille adorée lors d'une opération de routine. Gara serait victime d'une crise cardiaque provoquée par le stress d'une enquête fédérale sur son entreprise d'importation. Emma grandirait en croyant que ses parents étaient morts dans un tragique accident, sans jamais apprendre qu'ils avaient tenté de la vendre à des monstres. Dal l'élèverait avec l'aide d'alliés de confiance, veillant à ce qu'elle devienne forte, intelligente et capable de se protéger. Tandis que les écrans s'éteignaient un à un, Dal éprouvait la satisfaction d'une justice parfaite. Le projet de l'architecte était achevé, les menaces éliminées et l'avenir de sa fille assuré. Emma était en sécurité, ses ennemis étaient morts et plus personne ne menacerait sa famille. Le sang et la révélation avaient rempli leur fonction. Chapitre 8. La tempête parfaite. 3 mois après la nuit qui avait tout changé, Dal Matthews se tenait dans son bureau réaménagé, regardant Emma jouer dans le jardin à travers les fenêtres blindées qui avaient remplacé le verre standard. La pièce ne ressemblait en rien à l'espace où Angela et Shan avaient photographié ses secrets d'entreprise. Dal avait tout brûlé et reconstruit de fond en comble. Emma semblait s'être remarquablement bien adaptée à sa nouvelle vie. La version officielle était que ses parents étaient morts dans un accident de voiture alors qu'elle rendait visite à des proches. Et la couverture de Dal avait été si bien construite que même le psychologue pour enfants d'Emma y avait cru. À 8 ans maintenant, elle faisait preuve de la même intelligence vive qui avait failli lui sauver la vie, mais sans le traumatisme qui aurait pu la détruire. Papa Emma appela du jardin. Tante Grace est là. Le docteur Grace Weaver était devenue la tutrice officieuse d'Emma et la plus proche alliée de Dal depuis l'opération. Son témoignage avait été crucial pour documenter le réseau de trafic de Gara, et son expertise médicale avait contribué à expliquer le rétablissement d'Emma de sa prétendue maladie. Plus important encore, elle avait exercé l'influence maternelle dont Emma avait besoin, tout en comprenant les exigences de sécurité qui définissaient leur nouvelle vie. Dal observa Grace s'approcher de la maison, notant la légère tension dans ses mouvements, suggérant que quelque chose n'allait pas. Médecin traitant d'Emma est l'une des 3 seules personnes à connaître toute la vérité sur cette nuit-là, les inquiétudes de Grace étaient considérables. « Il faut qu'on parle », dit Grace doucement tandis qu'Emma courait dans la maison.
Dans la salle de conférence sécurisée adjacente à son bureau, Grace étala une série de photographies et de documents qui glacèrent le sang de Dal. Ceci était arrivé par coursier ce matin, expliqua-t-elle. Pas d'adresse de retour, pas de signe distinctif, mais leur contenu suggère que quelqu'un en sait plus qu'il ne devrait. La première photo montrait Emma jouant dans leur jardin, clairement prise depuis l'extérieur du périmètre de la propriété. La deuxième montrait Dal entrant dans son siège social. La troisième montrait Grace quittant l'hôpital où elle travaillait. Mais c'est le dernier document qui glaça Dal. Un calendrier détaillé des événements de la nuit de la mort supposée d'Emma, exact à la minute et en incluant des détails que seul quelqu'un avec des connaissances intérieures aurait pu savoir. Qui d'autre pourrait avoir ces informations? Demanda Dal, son esprit se déplaçant déjà dans le mode d'évaluation des menaces. Les seules personnes qui connaissaient l'opération complète étaient vous, moi, votre